Willy Ngoma, à l'époque, quand on a tué le général Chirimwami, Willy Ngoma, il s'est moqué, j'ai dit, vous avez le tweet, il s'est moqué, nakani sango soulelo, mokilimbanga antaba, batubili batikali borphelin, batikali veuve, likolo na bino, bo décidaki ko trahir mboka, obokendo sala front na bino. Le Rwanda, Oyaza ko agressé biso des décennies, a décidé de congoliser la guerre pour qu'il y ait l'accès en face du monde, qu'il y ait moutozo agressé bisote, mouto agressé biso, et ça va congolais entre bangonde batbaza ko s'agresser. En fait, c'est de cette manière que le Rwanda voulait faire de la manipulation. Voilà pourquoi Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, est reçu sur Bosolo Télévision, la plateau à Lobaki clair. Ce n'est pas sauvons le Congo, selon lui, il parle sauvons le Rwanda au Congo. On a cherché à congoliser la guerre pour qu'on ait confiance. De la même manière, on a RR Musée. Mesdames et messieurs, bitumbo tozanango ezali Rwanda nde aza kobundisa biso pola ata bakamati mama oyo abotiyo mama na oyo abotiyo akomi na AFC M23 yeba na mutu na ezaka Rwanda nde azobundisa biso Congolais azobunda te pona mboka na ye eza manipulation ya Rwanda ata pasteur na yo même mobali na yo na ndako même yo moko mwasi na iso okomi place ozali yeba ke ezali Rwanda nde aza kobundisa biso te yango na bana mikie na ndako yebisa bango nous sommes agressés par le Rwanda ba pasteur bolo bango na ba église. Le karma existe, nazo yebisa nanga nyama makasi bazwake na sima bana na ye tango moni bana bakomi kokende yo moko milengela paluku akendaki lelo Ngoma ke tala pembeni tala mai tala fufu tala simazonga moto bozala mboka kaka moko nazo mituna bo vivre ndenge nini attends comme président quand tu auras 100 ans tu vas mourir tu vas aller où passeras-tu ton éternité tala lokola Ngoma otiki nyonso ndenge paluku atikaki otiki nyonso ba guerre ezolia bana na bango moko babandi kolia bana na bango la guerre mange ses propres enfants. Regarde la situation dans laquelle oza lelo tu es parti lelo siko kosambisama mais avant kende bato nyonso bobaki bazokutana na nzela bakor ezali ebele deux ezali na Rwanda bakufi ebele bazoka sonya koloba bakobimisa 8-9 te bakor eza ebele pe baza blessé frappe betani même ceux qui zalaki FRDC mutu abetaki te ekoma FRDC ye mutu abeti bango et ceux qui abetaki bravo a continué et ainsi elle a gagné, il y a une affaire à éviter. Willy Ngoma, tu es parti. Yo salaka tweet mokwa tant babomi Chirimwani, le général paix à son âme. Je me souviens encore parce que na zakana général Chirimwani na Goma tant que tu sala makambo ya Genocost. Na kutena général ba vidéo ezali na ba photo na bosolo. Ngoma komaki bokoki kotala na date ezalaki le 24 janvier 2025. A commis le général criminel et le général Chirimwami est bel et bien mort. Il était venu se faire photographier au front. Il a confirmé sa mort. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous confirmons ta mort. Et réveille-toi pour entendre comment nous sommes en train de confirmer ta mort. Tu avais confirmé pour Chirimwami, le gouverneur et à Goma. Mais ils ont confirmé. Chirimwami est là. J'étais avec lui, le général Chirimwami. Paix à son âme, place à Zali. Ah, Tozana, Toza okende kotala mabule sengelaki bakunda bandeko na biso. M23 babumaki na Kibati. Je suis là avec Chirimwami. Paix à son âme. Zambe apé sabana na ena mwasi na makasi. Mais ndenge na lobaki le karma existe. Nyama makasi bazwake na sima bana na ye nanga yebela. Lokola babandi ko zwa bana pembeni na yo. Yo moko kozala pe cible. Il faut faire très attention. Il y a encore du temps. Oyo koki kotika vi wana. O pesa bo mo inona nzambe oya kuseka pardon. Nebo zoki courage ya kolobela ote élection tseke da ganyaki te, mutu musu nda ganyaki. Prenez aussi le courage de dire ici que Kagame mutatinda kiyo. Zo aussi courage de le dire. So loba makamwana ki na kosa juste Kagame mutatinda kingai. Paluku bolieye. Leloyo Willy Ngoma ke. Sorry asafu kozala ndenge. Mama so aza pembeni bazoka ndenge ni na mutu. Lelo bakolala ndenge ni. C'est grave. Congolais sur place aux alliés liwa Willy Ngoma. Lela ndenge yo moneli.
eza na ba coutume nsu balelaka bazolia bazobina eza ba coutume bato nsu bazelaka moto akufi boye mais bato bazolala na mabele bato nsu bazobina moto nsu azwi mwasi moto azwi masanga elele ekeseni yo kolela ye ndenge nini eleleli na yo lakisa biso totala ce qu'il faut retenir Willy Ngoma est mort mutu na mutu alela Willy Ngoma na ndenge na ye mutu na mutu alela Willy Ngoma na ndenge na ye ndenge tozo babona Rubaya. Je vous ai montré les images de toza na Rubaya bazo sala fête ndenge bazali awa pona Willy Ngoma ndenge akufi na bato nyonso bazalaki na bango ebele bao bakufi na bao bazwi masasi na Rubaya fête ezali bango wana ba jeune bako sepela tete ya ngombe ya mobima baboma po bato balia wana eza eleleli na bango mutu na mutu esika azali Willy Ngoma ezali baoyo bakendaki bandibi kozwa manduki contre mboka na biso. Malheureusement il y a des Congolais ba rejoindre bango lelo bazoboma bandeko na bango des milliers de Congolais lelo yo na lobaki bandeko bazana Goma na Bukavu na ba parti mususu ya mboka bazali kokufa bino bondibaki te na bisi bino ke bazobeta bandeko na biso bazoboma bango bazonyokola bango kimia ezali te bazolukaka mwa information balakisa bino bazotonga te bandeko na biso baza na Burumbu bao bazali na Goma baza Burumbu baza kobeta bango koboto la bango biloko na bango konyoko la bango bakomi lokola penza baumu ndenge bomona kala Israël bato baza kosala ngo ezali ba Congolais parce que le Rwanda a pris une stratégie à congoliser la guerre pour faire du mal à notre peuple biso bato tozali awa na République démocratique du Congo. Je te donnerai que ce que la loi dit. Ce que la loi dit, je te donne. Au-delà de ça, je te donne pas. C'est pour mes enfants. Va me critiquer, pasteur matérialiste. C'est toi qui es matérialiste. Oui, oh, que les orphelins se réveillent, hein? Que les veuves se réveillent. Il y a aussi la loi du Congo. Il y a aussi la loi du Congo. La loi du Congo est au-dessus de la coutume. Et la parole est au-dessus. Yaya, makambu ya Maman Blanche, ma vérité, ezali kobima, kakase kobima. Il paraît, Maman Blanche, avant Atika Biso, Badjay, azalaki na Belgique. Il paraît qu'il y a une Belgique pendant longtemps, et ça n'est que pasteur Marcelo de Azongisaki na mboka ngumba Kinshasa, pona vaya Kodja. Kodja yango so peut appeler mutu koswa. Kodja na Lubumbashi, na Belgique, to na Turquie, on ne sait pas. Mais, débé zalaki makasi ya kosakalate entre ba pro Marcelo, na ba pro Blanche. Donc, il y a eu 7 problèmes entre les deux côtés. Il y a passeport Maman Blanche, il paraît, Batumbi Yango. To Batumba Yango. Nani a Tumbi Yango? Est-ce que DGM a confirmé? Pasteur Maman Blanche, Babmisi Moussousou. Il y a Makambozali ya Koloba. Awa ya Kosakanate, ne manquez pas. Lelo, ngana Koloba Mingite, Kasba image de Ekoloba. Donc, sur le Yango, Awa, na émission, ya Lelo. Aussi bien limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petrote polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouver douce tendresse affection pana yo nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisi kanyos tumuzwami toye lisusu pona makambo oyo ya Maman Blanche ya ba version dali kobima se kobima na sepeli ba ekipa yako sepela po balobaka mutu mususu sogo bomi akola la pongi ezana batu mususu oyo babomaka bango te obomi omilukeli makambo tala tubali ko keleba 2 ans makambo elela kisika makambo yali kolamuka na makambo oto bosana ki deja ebandi kobima pona liwa ya Maman Blanche. Est-ce que akufaki na Lubumbashi ya solo akufaki na Belgique akufaki na Turquie ezo pesa mutu koso ya ba vérité ko bima ya marque na marque ngai moko pesa ngai mutu koso na zo yeba te na ko yebela no ndenge nini mais leo na likolo ba mingi te ya eu 7 problèmes to mona ki na panel ba to ko discuter ba pro Marcelo na ba pro Maman Blanche ba se débattre ba se défendre ba se défendre vraiment on ne sait pas la vérité vient d'où leo na likolo ba te ngala bino avato loba na ngi tout anana ba comme ba passeport ya Maman Blanche Batumba qui passeport Maman Blanche ils ont allé vérifier la deuxième sortie
Il y a passeport et salamaki, tout est salamaki. Est-ce que sorti na biso na computer, tout na computer. Est-ce qu'elle est arrivée en Turquie, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a ba détail mususu obli soit quitté. Yango ezali awa. Il paraît Maman Blanche a commandé à la Belgique, au fond la Belgique. Moutazong ça qui est sur la Kinshasa, pasteur Marcelo. Est-ce qu'il y a droit à donc ça qui ça oui, et ça moi sinaye, mais à donc ça qui est intérêt nini. Kozong a zonginde, yango ko ça là que adja et PC mutu ko soya ko sakalate. Alors, on a sélectionné pour vous toute une litanie, hein, tout un chapelet. Il y a pas extrait à bato ba ko loba. La ko loba mingi lolo ya botela parce que makambu oyo to ke nango pona tito yeba vérité ezali wapi. Tout l'ensemble, Ngaïna Pino. Suivons. Justice pour Maman Blanche. Enfin, on a une suite. L'opinion publique veut savoir actuellement de quoi Maman Blanche est morte. Elle était en Belgique, respirait, vivait. Loin du tumulte, loin des tensions, loin de cet homme qui depuis des années avait fait de sa vie un calvaire silencieux. La Belgique, pour Maman Blanche, c'était peut-être plus qu'un simple voyage. C'était un souffle. Un espace où elle pouvait exister sans avoir à se justifier, sans avoir à porter le masque de la parfaite épouse de pasteur, sans avoir à sourire devant une congrégation qui ne voyait que la surface des choses. Elle était là-bas, et quelque chose en elle avait peut-être commencé à se relever. Mais son mari savait exactement ce qu'il faisait. Un appel, un message, un ordre déguisé en demande. Reviens au Congo. Je t'attends à Lubumbashi. Pas à Kinshasa, là où se trouvaient leurs repères, leur église, leurs proches, leur communauté. Non, Lubumbashi, une ville du Katanga à des centaines de kilomètres de la capitale. Une ville où personne ne la connaissait vraiment. Une ville où personne ne poserait trop de questions. Une ville choisie avec soin, avec méthode, avec une précision qui aujourd'hui fait froid dans le dos. Et elle y est allée. C'est là où réside peut-être la partie la plus douloureuse de cette histoire. Non pas parce qu'elle aurait dû deviner. Comment peut-on deviner l'impensable ? Mais parce que cela nous rappelle à quel point la confiance, même brisée, même abîmée, même trahie à plusieurs reprises, peut encore pousser quelqu'un à répondre à un appel. Elle est montée dans cet avion. Elle a traversé des kilomètres. Elle a fait le voyage. Peut-être avec l'espoir d'une conversation, d'une explication, d'une résolution. Peut-être par peur des conséquences si elle refusait. Peut-être parce qu'après des années de vie commune, on finit par croire, malgré tout, que l'autre ne franchira jamais certaines limites. Il les a franchies. Ce qui s'est passé à Lubumbashi, nous commençons à peine à en saisir les contours. Mais ce que les révélations du bras droit du pasteur ont permis d'établir, c'est que rien n'était accidentel. Tout avait été pensé, préparé, organisé dans les moindres détails. Le lieu, le moment, la mise en scène qui suivrait. On ne choisit pas Lubumbashi par hasard quand on vit et qu'on officie à Kinshasa. On choisit Lubumbashi précisément parce que c'est loin, parce que les informations circulent moins vite, parce que les témoins sont moins nombreux, parce que le contrôle de la narration y est plus facile. Lubumbashi, c'était le décor idéal pour faire disparaître une vérité. Et Maman Blanche, elle, ignorait qu'elle marchait vers ce décor. Elle ignorait que le voyage qu'on lui avait demandé de faire était en réalité le dernier qu'elle ferait sur ses propres jambes. Elle ignorait que l'homme qui l'appelait à le rejoindre avait déjà, dans sa tête, dans ses plans, dans ses instructions données à ses proches collaborateurs, décidé de ce qui allait se passer. Elle ignorait que pendant qu'elle bouclait ses bagages, lui avait déjà tout orchestré pour que le monde ne comprenne rien, ne voit rien, ne sache rien. Il faut mesurer l'ampleur de cette trahison. Ce n'est pas la trahison d'un inconnu.
ce n'est pas la violence d'un étranger croisé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est la trahison d'un mari, d'un homme qui avait prononcé des vœux devant Dieu et devant les hommes, d'un homme qui montait chaque semaine sur une chaire pour parler d'amour, de foi, de protection divine, d'un homme que des milliers de fidèles appelaient pasteur, père spirituel, homme de Dieu. Et cet homme-là a convoqué sa femme à Lubumbashi comme on tend un piège, froidement, méthodiquement, sans trembler. Voilà ce que Lubumbashi représente dans cette affaire. Ce n'est pas simplement un lieu géographique. C'est le symbole de toute la préméditation. C'est la preuve que derrière les costumes bien coupés, derrière les prédications enflammées, derrière les sourires de façade, il y avait une autre réalité. Sombre, calculée, mortelle. Et cette réalité, Maman Blanche l'a découverte trop tard, au bout d'un voyage qu'on lui avait demandé de faire, dans une ville qu'on avait choisie pour elle, pour une raison qu'on ne lui avait jamais dite. Elle est partie de Belgique vivante. Elle n'est jamais rentrée à Kinshasa par ses propres moyens. C'est ça, la première scène de cette affaire. Et c'est peut-être la plus glaçante de toutes. Parce qu'elle nous rappelle que les pièges les plus dangereux ne ressemblent pas à des pièges. Ils ressemblent à des invitations. Il y a des moments dans une histoire qui résument tout, qui condensent en une seule image, en un seul geste, en une seule décision, la nature profonde d'un individu. Pour le pasteur Marcelo, ce moment, c'est celui qui a suivi immédiatement la mort de Maman Blanche. Pas les jours qui ont suivi, pas les heures, les minutes. Ce qu'il a fait juste après, ce qu'il n'a pas fait. Et la vitesse avec laquelle il a tourné la page sur une vie qu'il avait pourtant juré d'aimer, de protéger, de chérir jusqu'à la fin. Maman Blanche est morte à Lubumbashi, et son corps n'a pas été traité comme celui d'une épouse, pas comme celui d'une mère, pas comme celui d'une femme de foi qui avait consacré des années de sa vie à un ministère, à une église, à une communauté entière. Non. Son corps a été chargé dans un cargo. Un cargo. Le même type de transport qu'on utilise pour des colis, pour des marchandises, pour des objets qu'on expédie d'une ville à une autre sans cérémonie, sans égard, sans humanité. C'est dans ces conditions-là que Maman Blanche a fait son dernier voyage, de Lubumbashi à Kinshasa. Pas portée par des mains aimantes, pas accompagnée par des proches en larmes, transportée, expédiée, comme si sa mort n'était qu'une logistique à gérer. Il faut s'arrêter sur ce détail parce qu'il n'est pas anodin. Le choix du cargo n'est pas une question de moyens. Cet homme dirigeait une grande église. Il avait des ressources, des relations, des réseaux. Il aurait pu organiser un rapatriement digne. Il aurait pu faire en sorte que la femme avec qui il avait partagé sa vie soit ramenée dans la capitale avec le respect qu'elle méritait. Il ne l'a pas fait. Et ce choix-là, ce choix du cargo, dit quelque chose d'essentiel sur l'état d'esprit dans lequel il se trouvait à ce moment précis. Ce n'était pas le deuil, ce n'était pas la douleur, c'était la gestion d'un problème, la résolution d'une situation embarrassante, le nettoyage d'une scène. Maman Blanche était devenue une contrainte à éliminer de son agenda. Et une fois que ce cargo a atterri à Kinshasa, une fois que le corps a été déposé à la morgue, une fois que la dernière formalité administrative de ce rapatriement express a été accomplie, que s'est-il passé? Qu'a fait cet homme? S'est-il effondré? A-t-il pleuré? A-t-il appelé ses enfants pour les prendre dans ses bras et pleurer avec eux la perte de leur mère? A-t-il appelé la famille de Maman Blanche pour les informer? Pour leur présenter ses condoléances? Pour faire face à leur douleur? Non. Il a pris un avion pour la Turquie. Juste comme ça. Corps déposé, dossier fermé, destination suivante. La Turquie. Comme si de rien n'était.
comme si la femme qu'il venait d'enterrer dans l'indifférence la plus totale n'avait été qu'une étape dans son programme chargé. Comme si le deuil était une option qu'il avait choisi de ne pas activer. Il n'a pas attendu les funérailles. Il n'a pas attendu que la famille soit informée. Il n'a pas attendu que ses propres enfants puissent voir leur père pleurer leur mère, même pour la forme. Il est parti. Rapidement. Efficacement. Vers la Turquie, où il avait visiblement d'autres choses à faire, d'autres personnes à voir, d'autres vies à mener. Et c'est précisément cette fuite qui a commencé à éveiller les soupçons. Parce que le deuil a une physiologie naturelle. Même les gens les plus froids, même les couples les plus distants, même les mariages les plus abîmés produisent une réaction visible face à la mort. On s'arrête, on chancelle, on prend le temps, ne serait-ce que par obligation sociale, de paraître touché. Personne ne dépose le corps de son épouse à la morgue et ne prend l'avion dans la foulée pour une destination étrangère. Personne, à moins que la mort ne soit pas une surprise, à moins que la mort n'ait été anticipée, à moins que le plan suivant soit déjà prêt, déjà ficelé, déjà en attente d'exécution. La Turquie n'était pas une fuite improvisée. C'était la deuxième étape d'un plan. Et pendant que lui décollait vers Istanbul ou ailleurs, pendant qu'il s'installait dans son siège d'avion avec tout ce que cela implique de normalité apparente, à Kinshasa, la famille de Maman Blanche commençait à recevoir des informations parcellaires, contradictoires, troublantes. Comment est-elle morte exactement? Où? Dans quelles circonstances? Pourquoi Lubumbashi? Pourquoi un cargo? Pourquoi ce mari absent, introuvable, déjà reparti à l'autre bout du monde? Les questions s'accumulaient. Les réponses ne venaient pas. Et le silence du pasteur, ce silence assourdissant, alimentait une douleur qui allait progressivement se transformer en détermination. La famille voulait la vérité. Elle allait se battre pour l'obtenir. Mais ce qui frappe dans cette deuxième scène, au-delà de la froideur du geste, au-delà de la précipitation du départ, c'est ce que tout cela révèle sur des années de vie commune. On ne traite pas le corps d'une femme qu'on a aimée comme une marchandise. Un principe vieux comme le monde. Un principe que tous ceux qui ont un jour cherché à dissimuler une vérité, à enterrer un secret, à construire un mensonge suffisamment solide pour résister au temps, finissent par oublier dans leur arrogance. Ce principe, le voici. On ne peut pas tout contrôler. On peut organiser, on peut planifier, on peut anticiper chaque détail, fermer chaque porte, boucher chaque fissure. Mais il reste toujours quelqu'un, toujours un visage dans l'ombre, toujours une conscience qui, un jour, décide qu'elle en a assez de porter le poids d'une vérité qui ne lui appartient pas. Pour le pasteur Marcelo, ce quelqu'un, c'était son bras droit. Parlons d'abord de ce que représente un bras droit dans la structure d'une grande église. Ce n'est pas simplement un assistant, ce n'est pas un employé parmi d'autres. C'est la personne en qui le chef a placé sa confiance absolue. Celle qui gère les dossiers sensibles, celle qui sait ce que les autres ne savent pas, celle qui est présente dans les coulisses quand le rideau est baissé, quand les caméras sont éteintes, quand le masque tombe. Le bras droit d'un pasteur de cette envergure, c'est un témoin privilégié. Un archiviste vivant de tout ce qui ne doit jamais sortir. Et c'est précisément pour cette raison que sa parole pèse d'un poids considérable. Quand le bras droit parle, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas l'interprétation d'un observateur extérieur qui reconstitue les faits à distance. C'est le témoignage de quelqu'un qui était là, qui a vu, qui a entendu, qui a peut-être même participé, de près ou de loin, à certaines des décisions qui ont conduit à ce drame. Et c'est justement ce qui rend ses aveux aussi explosifs. Parce qu'il ne parle pas de ce qu'il imagine, il parle
de ce qu'il sait. Mais alors, pourquoi parler maintenant ? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi, après des mois de silence, après avoir couvert, protégé, pourquoi ouvrir la bouche aujourd'hui ? Les raisons peuvent être multiples. La culpabilité d'abord. Celle qui s'accumule nuit après nuit, qui empêche de dormir, qui transforme chaque moment de tranquillité en torture silencieuse. On peut vivre avec un secret pendant un temps. Mais quand ce secret a un visage, quand il a un nom, quand il s'appelle Maman Blanche et qu'on l'a vue vivante pour la dernière fois avant qu'on l'envoie vers sa mort, ce secret devient insupportable à porter. Il y a peut-être aussi la peur de ce qui arrive à ceux qui savent trop, la peur de finir comme elle, la peur que la loyauté envers un homme capable de ce niveau de préméditation ne soit pas une protection, mais une condamnation. Quand on réalise pour qui on travaille vraiment, quand le voile se lève sur la véritable nature de celui qu'on servait avec dévotion, le calcul change. Rester silencieux n'est plus sûr. Parler devient une question de survie autant que de conscience. Et puis, il y a la justice, le tribunal, l'ouverture d'une procédure judiciaire qui transforme le silence en complicité légale. À partir du moment où une enquête est ouverte, à partir du moment où des juges posent des questions auxquelles il faut répondre sous serment, le bras droit se retrouve face à un choix brutal. Mentir pour protéger son chef et risquer d'être entraîné dans sa chute, ou dire la vérité et tenter de sauver ce qui peut encore l'être, à commencer par lui-même. Il a choisi la vérité. Et cette vérité, elle a tout changé. Parce que ce que le bras droit a révélé ne laisse plus de place à l'ambiguïté. Il n'a pas simplement confirmé des soupçons. Il a fourni des détails. Des détails sur l'organisation du voyage à Lubumbashi, sur la manière dont les choses ont été planifiées, sur qui savait quoi et depuis quand, sur les instructions qui avaient été données, les rôles qui avaient été distribués, la mise en scène qui avait été préparée pour que le monde croie à autre chose qu'à ce qui s'était réellement passé. Ces révélations ont constitué le socle sur lequel la procédure judiciaire a pu véritablement s'appuyer. Sans le bras droit, peut-être que tout se serait évaporé dans le brouillard des versions contradictoires. Sans le bras droit, peut-être que le pasteur Marcelo serait encore debout sur sa chaire, prêchant l'amour et la grâce divine devant une congrégation qui ne saurait toujours rien. Sans le bras droit, Maman Blanche n'aurait peut-être jamais eu de justice. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette scène. Quelque chose qui dépasse le cadre judiciaire et qui touche à la nature même du pouvoir et de ses limites. Le pasteur Marcelo avait construit autour de lui un système de loyauté, de dépendance, de silence organisé. Il avait sélectionné ses proches, les avait liés à lui par des intérêts communs, des secrets partagés, une solidarité de façade. Il croyait ce système imperméable. Il y a des témoignages qui arrivent comme un coup de poing. Des paroles qui ne demandent pas de mise en contexte, pas d'introduction élaborée, pas de précaution oratoire. Des paroles qui se suffisent à elles-mêmes parce qu'elles portent en elles une vérité tellement brute, tellement viscérale, tellement incarnée qu'elles traversent tout. Les filtres, les distances, les protections émotionnelles qu'on se construit pour supporter les histoires des autres sans trop se laisser atteindre. Ce témoignage-là les traverse toutes. Une femme a pris la parole. Elle n'est pas venue parler de Maman Blanche de loin. Elle n'est pas venue en observatrice, en analyste, en commentatrice d'une tragédie qui ne la concerne qu'indirectement. Elle est venue parce que son histoire et celle de Maman Blanche se ressemblent à un point qui donne le vertige. Parce que les mêmes mains, le même type d'homme, la même logique meurtrière qui a coûté la vie à l'une, a failli lui coûter la sienne. Elle est venue parce qu'elle est vivante, et que cette vie, elle ne la doit qu'à une seule décision prise au bon moment.
la décision de partir. Mais revenons en arrière. Revenons à cette nuit dont elle parle. Une nuit ordinaire en apparence. Elle dormait, dans son propre lit, dans ce qui aurait dû être l'endroit le plus sûr du monde, son foyer, sa chambre, l'espace intime qu'on partage avec quelqu'un en lui faisant confiance de la manière la plus fondamentale qui soit. Dormir à côté de quelqu'un, c'est s'abandonner. C'est baisser toutes les gardes. C'est dire au monde, et à cette personne en particulier, que là, dans ce moment, on est vulnérable et on accepte de l'être. Elle dormait donc, et son mari l'a frappée. Un coup violent, par derrière, dans l'obscurité, avec toute la lâcheté que cela implique. Frapper quelqu'un qui ne vous voit pas venir, qui ne peut pas se défendre, qui n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Elle a sursauté. Elle a senti la douleur exploser. Elle a compris en une fraction de seconde que ce n'était pas un accident, pas un cauchemar, pas une méprise. C'était intentionnel. C'était calculé. Et si elle n'avait pas bougé au bon moment, si son corps n'avait pas réagi avec cette rapidité instinctive qui nous sauve parfois malgré nous, elle ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Il voulait la tuer. Et la raison est simple, terrifiante dans sa simplicité. Elle voulait divorcer. Voilà tout. Elle avait pris la décision de mettre fin à ce mariage, de sortir de cette prison dorée qu'on appelle vie conjugale, quand elle n'est en réalité qu'une cage. Et lui, comme le pasteur Marcelo avec Maman Blanche, avait interprété cette décision comme une menace existentielle, comme une transgression impardonnable, comme quelque chose qui ne pouvait se terminer que d'une seule façon, par la disparition de celle qui osait vouloir partir. Il faut mesurer ce que cela signifie. Ces hommes ne tuent pas par passion. Ils ne tuent pas dans un accès de folie, dans un moment de perte de contrôle, dans une explosion émotionnelle qu'on pourrait tenter d'expliquer, même sans l'excuser. Non. Ils tuent par calcul. Parce que le départ de leur femme représente une perte de pouvoir, une perte de contrôle, une perte d'image. Parce que dans l'univers mental de ces hommes, une femme qui part est une femme qui parle. Une femme qui parle est une femme qui révèle. Et une femme qui révèle détruit tout ce qu'ils ont construit sur le mensonge. Alors ils anticipent, ils planifient, ils agissent. Dans l'obscurité, pendant que leurs victimes dorment. Ce qui rend le témoignage de cette femme encore plus bouleversant, c'est qu'elle avait vu les signes bien avant cette nuit-là. Elle raconte que les sœurs de l'Église avaient commencé à se comporter différemment avec elle. Des regards qui changent, des attitudes qui se dérobent, une distance qui s'installe sans explication apparente. Elle ne comprenait pas immédiatement pourquoi. Mais la réponse était là, sous ses yeux, cachée dans ce que son mari faisait avec certaines de ces femmes en dehors des regards. Il les fréquentait, et elle le savait. Et ce savoir créait entre elles et l'épouse officielle une gêne, une culpabilité collective, un malaise que personne ne nommait, mais que tout le monde ressentait. Elle vivait au milieu d'une vérité que tout le monde connaissait sauf elle. Du piège de Lubumbashi vers celui qui lui voulait du mal. Et cette femme qui parle aujourd'hui le fait pour toutes celles qui se taisent encore. Pour toutes ces épouses de pasteurs, de leaders religieux, d'hommes puissants et respectés, qui souffrent dans le silence que leur impose leur statut. Qui se font dire que le grand cœur est une vertu, que la patience est une grâce, que supporter est un témoignage. Qui se font dire d'attendre, de rester tranquille, de ne pas ternir l'image du ministère. Dans toute affaire criminelle, il existe un moment charnière. Un moment où le mensonge, aussi bien construit soit-il, aussi soigneusement entretenu soit-il, finit par se heurter à sa propre contradiction. Un moment où la réalité administrative, froide, implacable, indifférente aux stratégies de communication et aux manipulations émotionnelles, vient tout faire s'effondrer. Ce moment,
dans l'affaire du pasteur Marcelo, c'est celui des 2 certificats de décès. 2 documents officiels, 2 versions d'une même mort. Et entre les deux, un abîme qui dit tout sur la nature de ce que cet homme a tenté de faire. Prenons le temps de comprendre ce que cela signifie concrètement. Un certificat de décès, c'est le document le plus fondamental qui existe pour attester qu'une vie s'est arrêtée. C'est le point final administratif d'une existence humaine. Il y a dessus une date, un lieu, une cause, des informations vérifiables, recoupables, qui doivent être cohérentes avec la réalité des faits. On ne peut pas avoir 2 certificats de décès légitimes pour une même personne parce qu'une personne ne meurt qu'une seule fois, en un seul endroit, à un seul moment. L'existence de 2 certificats différents n'est donc pas une anomalie administrative. Ce n'est pas une erreur de paperasse. C'est la preuve d'une falsification délibérée. C'est la preuve que quelqu'un a voulu réécrire les circonstances d'une mort pour faire disparaître une vérité qui l'incriminait directement. Le premier certificat a été établi en Turquie. C'est celui que le pasteur Marcelo a présenté en premier, celui sur lequel il s'est appuyé pour raconter sa version des faits. La Turquie, un pays étranger, une juridiction différente, des procédures administratives moins facilement accessibles pour une famille congolaise en deuil qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Le choix de la Turquie comme lieu officiel du décès n'est pas anodin. Il crée une distance, il complique les vérifications, il met les documents hors de portée de ceux qui voudraient les examiner de près. C'est une couche de protection supplémentaire dans un édifice de mensonges soigneusement construit. Mais il y avait un deuxième certificat, établi à Kinshasa, sur le sol congolais, dans la même ville où Maman Blanche avait vécu, où son église était implantée, où sa famille résidait, où des gens la connaissaient. Et ce deuxième document raconte une histoire différente. Une histoire qui contredit la première. Une histoire qui place les circonstances du décès dans un cadre radicalement différent de celui que le pasteur avait présenté au monde, à ses fidèles, à la famille de sa femme. 2 certificats, 2 vérités incompatibles, et un seul responsable. Ce qui est fascinant et glaçant à la fois, c'est de reconstituer le raisonnement derrière cette double falsification. Au moment où il a fait établir ces documents, le pasteur Marcelo pensait probablement à la perfection de son plan. Il pensait avoir créé suffisamment de confusion, suffisamment de distance géographique entre les différentes pièces du puzzle pour que personne ne puisse jamais les assembler correctement. Il pensait que le deuil, la douleur et le respect dû à sa position d'homme de Dieu suffiraient à éloigner les questions trop précises. Il pensait que les certificats, présentés au bon moment, à la bonne personne, dans le bon ordre, fermeraient définitivement le dossier. Il n'avait pas prévu la détermination de la famille de Maman Blanche, parce que c'est la famille qui a refusé de baisser les bras. C'est la famille qui a continué à creuser, à poser des questions, à réclamer des explications que personne ne voulait donner. C'est la famille qui a fini par obtenir des informations sur l'existence du second certificat. Et c'est la famille qui a pris la décision de porter cette affaire devant les tribunaux, transformant ce qui aurait pu rester un drame privé en une procédure judiciaire publique avec tout ce que cela implique d'exigence de transparence et de vérité. La mère de Maman Blanche, Georgette, a initié la partie civile. La famille paternelle a lancé la procédure criminelle. Et c'est dans ce cadre judiciaire que les 2 certificats sont devenus des pièces à conviction. Des preuves tangibles, matérielles, incontestables d'une tentative de falsification. Le pasteur Marcelo est aujourd'hui poursuivi pour faux et usage de faux. Ce ne sont pas des accusations légères. Ce ne sont pas des suppositions ou des interprétations. Ce sont des faits documentés, inscrits dans des dossiers judiciaires, examinés par des juges qui ont pour mission de démêler le vrai du faux dans cette histoire
où le faux a été érigé en système. Et pendant ce temps, lui continue de parler. C'est peut-être l'aspect le plus stupéfiant de cette scène. Face à l'accumulation des preuves, face aux révélations du bras droit, face aux témoignages qui s'accumulent, face aux 2 certificats qui se contredisent irrémédiablement, il y a des salles qui ont une mémoire. Des espaces où les mots prononcés restent suspendus dans l'air bien longtemps après que les portes se sont refermées. Les salles d'audience sont de celles-là. On y entre avec ses vérités, ses mensonges, ses stratégies soigneusement préparées, et quelque chose dans l'architecture même de ces lieux, dans la solennité de ce qui s'y joue, finit toujours par révéler ce qu'on voulait cacher. Ce jour-là, quand le pasteur Marcelo a finalement pris place face au juge, la salle d'audience de Kinshasa est devenue le théâtre d'un moment que personne présent n'oubliera de sitôt. Mais avant d'arriver à ce moment, il faut raconter comment on en est arrivé là. Parce que simplement convoquer le pasteur Marcelo au tribunal n'était pas une mince affaire. Cet homme avait anticipé la procédure judiciaire avec la même méticulosité qu'il avait mise à organiser tout le reste. Il avait donné des instructions claires et formelles à l'ensemble de ses collaborateurs, de ses assistants, de ses employés. Personne ne devait réceptionner le moindre document en provenance du tribunal. Aucune convocation, aucune citation à comparaître, aucun acte de procédure d'aucune sorte. Une forteresse administrative construite autour de lui pour repousser les assauts de la justice et gagner du temps. Toujours du temps. En espérant peut-être que la détermination de la famille et des juges finisse par s'épuiser. Il avait sous-estimé l'ingéniosité des greffiers, parce qu'en face de lui, il y avait des professionnels de la procédure qui avaient vu d'autres affaires, d'autres prévenus récalcitrants, d'autres hommes puissants convaincus que leur statut les protégeait des obligations légales comme du reste. Et ces professionnels avaient trouvé la faille dans le dispositif. Une faille humaine, presque comique dans sa simplicité, terriblement efficace dans son résultat. Ils se sont déguisés en livreurs de colis. Un greffier, tenant un paquet soigneusement emballé, s'est présenté à l'entrée. Pas en représentant de la justice, pas avec les insignes officiels qui auraient immédiatement déclenché les alertes et activé le protocole de refus mis en place par le pasteur. Non. En livreur ordinaire, avec sa livraison ordinaire, dans le flux ordinaire des allées et venues d'une grande institution religieuse habituée à recevoir toutes sortes de visiteurs. Quelqu'un a ouvert la porte. Le colis a été présenté. Et le pasteur, ou celui qui le représentait à ce moment précis, a signé pour la réception. Il venait de signer sa convocation à comparaître. On peut imaginer le moment où la vérité de ce qui venait de se passer a émergé. Le moment où quelqu'un a réalisé que le paquet contenait non pas une livraison quelconque, mais des documents judiciaires officiels. Le moment où la forteresse soigneusement construite autour du pasteur pour le protéger des procédures légales venait de tomber grâce à un stratagème digne d'un roman policier. Ce moment-là a dû être savoureux pour ceux qui s'étaient battus pour que la justice puisse enfin faire son travail. Et le jour de l'audience est arrivé. Le pasteur Marcelo a comparu. Contraint et forcé, certes, piégé par sa propre signature sur un colis qu'il croyait inoffensif, mais il était là, dans cette salle, face à ce juge. Et c'est là que les choses ont pris une tournure que personne, même parmi les plus cyniques, n'aurait osé prédire. Le juge a posé ses questions, des questions précises, des questions factuelles, des questions auxquelles tout mari, même le plus distant, même le plus froid, même celui dont le mariage était depuis longtemps une façade vide de sens, devrait être en mesure de répondre. Et la première d'entre elles, la plus fondamentale, la plus simple dans sa formulation
et la plus lourde dans ce qu'elle impliquait. Cette question portait sur la date de décès de Maman Blanche. Quelle est la date à laquelle votre femme est décédée? Un silence. Puis une réponse qui a traversé la salle comme une décharge électrique. Il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas de la date à laquelle son épouse, la mère de ses enfants, la femme avec qui il avait partagé sa vie et son ministère pendant des années, a quitté ce monde. Il ne se souvient pas. Le juge, visiblement déstabilisé par cette réponse, a reformulé la question. Peut-être pensait-il avoir mal entendu. Peut-être cherchait-il à offrir au pasteur une chance de se corriger, de trouver la bonne version, de produire au moins l'apparence d'une émotion humaine face à la mort de sa propre femme. Non. Il ne se souvient pas. Cette réponse a provoqué quelque chose de particulier dans la salle. Non pas la surprise d'une révélation inattendue, mais plutôt la confirmation glaçante d'une réalité que beaucoup avaient commencé à soupçonner sans oser la formuler clairement. Parce qu'on oublie beaucoup de choses dans une vie. On oublie des rendez-vous, des numéros de téléphone, des dates d'anniversaire, des détails anodins. Des crises qui n'appartiennent pas à une seule personne. Des fractures qui dépassent les individus, les noms, les visages, les dossiers judiciaires. Des moments où une affaire particulière devient le miroir d'une réalité collective que tout le monde ressentait confusément depuis longtemps, sans oser la nommer à voix haute. L'affaire du pasteur Marcelo est de celle-là. Parce qu'au-delà du crime, au-delà des certificats falsifiés, au-delà des aveux du bras droit et des silences calculés devant le juge, il y a une institution entière qui vacille. Une institution qui compte des millions de fidèles sur le continent africain et dans la diaspora. Une institution qui se réclame de la lumière et qui découvre, une fois de plus, que des ténèbres profondes peuvent prospérer en son sein pendant des années sans que personne ne veuille vraiment voir. L'Église pleure, mais elle se tait. Et c'est précisément ce silence qui est au cœur de cette 7e scène. Parce que le silence de l'Église dans cette affaire n'est pas le silence du choc. Ce n'est pas le silence de la stupeur face à une révélation totalement inattendue. C'est un silence organisé. Un silence institutionnel. Un silence qui a des règles, des codes, des justifications théologiques soigneusement construites pour le rendre acceptable, voire vertueux. On appelle ça la discrétion. On appelle ça la protection du témoignage. On appelle ça ne pas donner du grain à moudre aux ennemis de l'Évangile. Et pendant qu'on l'appelle de ces noms-là, des femmes souffrent, des vérités s'enfouissent, et des hommes puissants continuent d'exercer leur pouvoir en toute impunité. Parlons de ces femmes. Parce que Maman Blanche n'était pas seule. Ce que cette affaire a ouvert, c'est une boîte dans laquelle se trouvaient des histoires que personne ne voulait raconter. Des femmes de pasteurs qui vivaient dans la violence, dans la trahison, dans la contrainte silencieuse que leur imposait leur statut. Des femmes qu'on avait éduquées à croire que leur souffrance était une forme de sanctification, que supporter était une vertu, que le grand cœur de l'épouse de serviteur de Dieu se mesurait à sa capacité à encaisser sans broncher, à sourire devant la congrégation le dimanche matin après avoir pleuré toute la nuit du samedi. Des femmes auxquelles on avait dit encore et encore que leur vie personnelle était secondaire par rapport à la mission de leur mari. Jusqu'à quand? La question résonne maintenant dans tout le réseau des églises africaines. Parce qu'il y a quelque chose de particulièrement pervers dans la manière dont le cadre religieux a été utilisé pour maintenir ces femmes dans le silence. La religion offre un vocabulaire idéal pour justifier l'injustifiable. La soumission devient une grâce. La patience devient un fruit de l'esprit. Le pardon devient une obligation spirituelle qui efface toute exigence de justice terrestre. Et dans ce cadre-là, une femme qui ose dire non, une femme qui ose réclamer le respect,
Une femme qui ose envisager de partir. Cette femme est automatiquement repositionnée comme celle qui manque de foi, celle qui ne comprend pas le sacré de son engagement, celle qui met son confort personnel au-dessus de la gloire de Dieu. C'est un piège théologique, et il est redoutablement efficace. Des voix s'étaient pourtant élevées, des alertes avaient été lancées. Sur Facebook, dans des vidéos, dans des témoignages publics que des personnes courageuses avaient osé mettre en ligne, en sachant très bien les conséquences que cela pourrait avoir sur leur réputation dans la communauté. Ces voix disaient la même chose, avec des mots différents, depuis des mois. Elles disaient que quelque chose n'allait pas. Elles disaient que derrière les apparences, une réalité sombre se cachait. Elles disaient aux femmes de pasteurs de partir, de s'éloigner, de ne pas attendre que la situation empire. Personne ne les a crues. Ou plutôt, certains les ont crus, mais ont choisi de ne rien faire. Parce que faire quelque chose aurait signifié remettre en question des années de dévotion envers un homme qu'on avait élevé au rang d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Faire quelque chose aurait signifié accepter que le discernement spirituel qu'on pensait avoir eu en choisissant ce pasteur comme guide avait été mis en défaut. Faire quelque chose aurait signifié admettre une vérité trop douloureuse, trop déstabilisante, trop menaçante pour l'édifice de croyance sur lequel on avait construit sa vie. Alors on a attendu. On a dit Amen. On a fermé les yeux. Et une femme est morte. Mais l'affaire Marcelo n'est pas un cas isolé. C'est là que réside la dimension la plus troublante de cette scène finale. Parce que dans les discussions qui ont suivi les révélations, dans les témoignages qui ont commencé à affluer de toutes parts, une réalité statistiquement préoccupante a émergé. Pas dans les bureaux des avocats, pas dans les couloirs des tribunaux où des juges examinent des documents et des preuves matérielles. Le vrai basculement se produit dans les esprits, dans les consciences individuelles de milliers de personnes ordinaires qui, pendant des années, avaient choisi de croire, de suivre, d'obéir, et qui, en un instant, décident que quelque chose a fondamentalement changé, que la confiance accordée ne peut plus l'être, que les yeux fermés doivent maintenant s'ouvrir, que le temps des amants automatiques est révolu. Ce moment est arrivé pour la congrégation du pasteur Marcelo, et il faut comprendre ce que cela représente comme déchirement intérieur pour les personnes concernées. Parce qu'on ne parle pas ici de simples clients déçus par un prestataire de service. On ne parle pas de supporters qui abandonnent leur équipe après une série de mauvais résultats. On parle de personnes qui avaient construit une partie significative de leur identité spirituelle autour de cet homme. Des personnes qui avaient prié avec lui, chanté avec lui, pleuré avec lui lors de moments de dévotion intense. Des personnes qui lui avaient confié leurs doutes les plus profonds, leurs peurs les plus secrètes, leurs espoirs les plus fragiles. Des personnes qui avaient donné de leur argent, de leur temps, de leur énergie, convaincues que ce faisant, elles participaient à quelque chose de sacré. Découvrir que cet homme leur avait menti implique une réévaluation totale, pas seulement de lui, mais d'elles-mêmes, de leur discernement, de leur capacité à distinguer le vrai du faux, l'authentique du performatif, la sincérité de la manipulation. C'est une blessure narcissique profonde que de réaliser qu'on a été trompé. Et cette blessure est d'autant plus profonde que la tromperie s'est exercée dans le domaine le plus intime qui soit, celui de la foi, celui du rapport à Dieu, celui des convictions qui donnent sens à une vie entière. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. Au lieu de se replier dans le déni, au lieu de chercher à protéger leur image en continuant à défendre l'indéfendable, une partie significative des fidèles a choisi la voie difficile, la voie de la lucidité. La voie qui consiste à regarder en face ce qu'on ne voulait pas voir et à en tirer les conséquences nécessaires, aussi douloureuses soient-elles. Des voix se sont élevées au sein même de la congrégation. Des membres qui avaient tout donné à cette église ont commencé à parler publiquement, à raconter ce qu'ils avaient observé sans oser l'interpréter, à relier des points qu'ils avaient toujours gardés séparés dans leur esprit
pour éviter d'arriver à des conclusions trop troublantes. Ces témoignages internes ont tout changé, parce qu'ils ne venaient pas d'ennemis du pasteur, ils ne venaient pas de personnes animées par la rancœur ou le désir de vengeance, ils venaient de l'intérieur, de personnes qui l'avaient aimé, respecté, soutenu. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils étaient impossibles à balayer d'un revers de main, impossibles à discréditer avec les arguments habituels que les hommes de pouvoir utilisent pour neutraliser leurs détracteurs. On peut accuser un ennemi d'être motivé par la jalousie ou la haine. On ne peut pas facilement accuser quelqu'un qui vous a consacré des années de sa vie et qui pleure en parlant de sa déception. Les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans ce basculement. Là encore, il faut mesurer ce que cela représente comme changement de paradigme. Pendant longtemps, la communication autour des grandes églises africaines était unidirectionnelle, du pasteur vers les fidèles, de la chair vers les bancs, de celui qui sait vers ceux qui reçoivent. Les fidèles n'avaient pas de tribune, ils n'avaient pas d'espace pour comparer leurs expériences, pour réaliser que ce qu'ils vivaient individuellement était en réalité une expérience collective, pour se rendre compte que les doutes qu'ils n'osaient exprimer devant personne étaient partagés par des dizaines, des centaines, des milliers d'autres personnes dans la même situation. Internet a changé cela radicalement. Sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, des dizaines de vidéos ont commencé à circuler. Des témoignages, des analyses, des reconstitutions des faits, des mises en parallèle troublantes entre la version officielle et les réalités que certains avaient vécues de près. Des anciens membres de l'Église qui prenaient la parole pour la première fois en disant « Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai vécu et que j'aurais dû dire bien plus tôt. » Cette circulation de l'information a créé une masse critique, un point de non-retour où la somme des témoignages individuels est devenue impossible à ignorer collectivement. Et les fidèles ont commencé à voir, vraiment voir, pas avec les yeux de la dévotion qui interprète tout en faveur de l'homme qu'elle a choisi d'élever. 9000 personnes étaient en direct aujourd'hui sur le live de Corolet concernant l'affaire de Mama Blanche et du pasteur Marcelo. Le panel était électrique, bien évidemment divisé en deux, la team pasteur Marcelo et team Mama Blanche. Je vais reprendre les différents arguments avancés par les deux camps dans cette vidéo. Il y a 7 points précis qui font exploser l'affaire de Maman Blanche. 1. Les documents de décès. La famille de Maman Blanche conteste l'authenticité des 2 documents liés à son décès, à savoir l'acte de décès et le certificat de décès. Ils parlent d'incohérence grave, notamment on ne sait pas si elle est mariée ou pas. En face, le camp du pasteur Marcelo est formel, les documents sont 100% légaux et la famille de Maman Blanche ferait une mauvaise interprétation. Numéro 2, le pays de la mort. Lubumbashi, Belgique, Turquie, les rumeurs sont parties dans tous les sens dans le live. Aujourd'hui, les défenseurs du pasteur Marcelo maintiennent la Turquie, preuve à l'appui avec des billets d'avion et le rapatriement du corps. Mais pour les opposants, il reste des zones d'ombre. Numéro 3, le procès est-il au civil ou au pénal? C'est là qu'il y a eu vraiment beaucoup de points de discorde dans le live. Le camp du pasteur Marcelo dit qu'il s'agirait du civil parce que c'est un simple conflit civil pour gérer l'héritage de Maman Blanche. Et la famille de Maman Blanche affirme que le dossier est passé au pénal à cause des lourds soupçons sur les documents officiels. Numéro 4, qui gère l'argent de Maman Blanche, bien sûr. Le pasteur Marcelo aurait été officiellement désigné en tant que liquidateur. Il a plaidé des troubles de la mémoire. Le camp Marcelo affirme que ce sont des rumeurs parce que le procès du pasteur était à huis clos, donc pour l'instant on n'a aucune preuve qu'il a soutenu avoir des problèmes de mémoire et que c'était au cours d'une dernière prédication qu'il avait affirmé rencontrer ces troubles. En tout cas ce serait devant la chair. Mais pour le camp de Maman Blanche, c'est une stratégie de défense ou en tout cas une excuse troublante pour ne pas déballer les faits de manière chronologique pour l'incriminer. Numéro 6, le tribunal fermé à huis clos. Pour la famille de Maman Blanche, c'est un signe évident d'un manque de transparence et pour les défenseurs du pasteur Marcelo, c'est simplement un droit légal pour protéger sa vie privée. Enfin, numéro 7, la défense massive lors du dernier procès du pasteur Marcelo. En effet, le pasteur Marcelo aurait engagé un nombre impressionnant d'avocats. Les rumeurs disent entre 10 et 15. Ses défenseurs disent que c'est une stratégie logique quand on est une personnalité publique et qu'on est attaqué de toutes parts. Et le camp de Maman Blanche dit tout simplement que c'est la preuve qu'il y a des gros secrets à protéger.
privilégiés. D'un côté, on a la famille qui exige la vérité, la transparence, et de l'autre côté, on a un mari qui dénonce des interprétations qui sont erronées et des fausses accusations. En tout cas, seule la justice qui pourrait établir les faits. Mais d'après les éléments qu'on a aujourd'hui, tu te positionnes de quel côté? Et surtout, abonnez-vous. La Direction générale des migrations aurait retenu le passeport de Maman Blanche. Voici la partie 2 sur l'affaire de Maman Blanche en lien avec le live de Corolet. On décortique ensemble les nouveaux éléments. Les défenseurs de Maman Blanche dénoncent une chronologie impossible de la part du pasteur Marcelo. Il donne une première version. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Elle part samedi, il prêche le dimanche et la rejoint mardi. Deuxième version du pasteur Marcelo. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. Elle part samedi, il la suit dès le dimanche. Pour les accusateurs, cette date ne collerait pas. Pour la défense du pasteur Marcelo, c'est juste une confusion classique avec les vols de nuit. Numéro 2, le voyage secret. Un intervenant sur le panel de Corolet lâche une bombe. Il dit qu'il y aurait eu un déplacement intermédiaire caché vers Lubumbashi. Numéro 3, le mystère de l'aéroport, en lien avec le rapatriement du corps. D'après les défenseurs de Maman Blanche, le cercueil ne respecterait pas les standards internationaux et pire, on parle d'un avion cargo local qui était présent en même temps que le vol international et la présence d'une sécurité inhabituelle sur le tarmac quand le corps de Maman Blanche est arrivé. Le camp du pasteur Marcelo dit que les chariots filmés appartiennent simplement à l'aéroport. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a des chariots à l'aéroport de Njili qui appartiennent à l'aéroport ou chaque compagnie a ses propres chariots pour récupérer les colis. Et des témoins ont vu le vol international atterrir. Donc pour cet argument, c'est vraiment très divisé. Information très importante, la famille n'a pas porté plainte pour homicide. La procédure pénale en cours pour l'affaire de Maman Blanche concerne uniquement des soupçons pour faux et usage de faux. Et là, le point le plus explosif du live, la Direction générale des migrations aurait retenu le passeport de Maman Blanche. Pourquoi c'est grave? La DGM ne garde jamais le passeport, surtout juste pour un décès. Elle le fait que s'il y a une enquête judiciaire en cours. Pourquoi la DGM garderait le passeport de Maman Blanche? Un intervenant a dit que c'est la procédure normale de la DGM. Je savais pas que quand il y avait un corps qui était rapatrié, on gardait le passeport parce que c'est un document de l'État. On attend la preuve des audios, des troubles de mémoire avancés par le pasteur Marcelo, bien sûr. Et normalement, d'après les informations des proches du pasteur, un nouveau procès aura lieu le 2 mars. Mais malheureusement, le pasteur Marcelo n'arrête pas de repousser le procès en disant qu'il n'est pas disponible. Mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'on cherche des problèmes là où il n'y en a pas ou est-ce que ces détails vous semblent vraiment louches. Abonnez-vous. Concernant l'affaire du pasteur Marcelo Tounassi, s'il y a une affaire qui véritablement est en train de prendre l'énergie et le temps, c'est l'affaire du pasteur Marcelo. Parce qu'il est pasteur Marcelo, parce que l'épouse du pasteur Marcelo qui est décédée, ça a été l'un des plus grands chocs au sein des églises protestantes évangéliques. Parce que aussi, nous avons beaucoup d'enfants maudits, des gens qui n'aiment pas tout ce qui est religion, chrétienté et autres, et qui veulent nous faire passer pour des personnes qui ne sont pas crédibles et des personnes qui sacrifient nos femmes dans le but d'avoir de la notoriété. Parce que pour eux, l'être humain doit être éternel. Je suis actuellement partagé. Est-ce que j'en parle? J'organise mes panels que j'organisais avant pour en parler? Ou est-ce que je me tais de peur que certaines personnes qui veulent descendre le pasteur Marcelo, dont j'estime et je crois qu'il est l'un des meilleurs serviteurs de Dieu de notre génération, viennent le descendre avec des arguments et autres? Je suis un peu partagé parce que je connais le volume, comment je pourrais le dire, de mes prises de position, de mes interventions, etc. etc. Et du poids de responsabilité que je porte et du niveau d'influence que j'ai. Donc, je suis partagé et je suis en train de réfléchir. Tout compte fait. Ce que je constate dans cette affaire, je constate qu'il a bel et bien eu lieu mensonge. Mensonge qui n'est pas considéré sur le plan spirituel comme un mensonge, mais comme un élément de sagesse. Vous savez que lorsque Moïse est allé voir Pharaon, il lui a dit, Dieu me dit de venir te dire, laisse mon peuple aller faire des sacrifices dans le désert et ensuite ils reviendront en Égypte. Nous savions pertinemment que l'Éternel n'avait pas dit cela et que c'est Moïse qui a menti parce qu'il sait très bien que le peuple ne reviendra pas.
Lorsque Abraham dit à Pharaon, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur, on sait très bien qu'il a menti, c'est sa femme. Mais par mesure de sagesse, il fallait qu'il le dise pour préserver quelque chose. Je suis aujourd'hui entièrement convaincu, malgré que je n'ai pas d'indice, je n'ai pas de confession, je suis entièrement convaincu que l'épouse du pasteur Marcelo est allée faire un BBL. Je suis convaincu de cela. C'est s'est mal passé. Il s'y trouve qu'on ne sait plus maintenant comment expliquer au niveau de l'église pour éviter un scandale et autres. Et c'est à partir de là que le pasteur Marcelo s'est mélangé, pour moi, les pédales. Et le départ a été tellement brusque. Je suis entièrement convaincu que le pasteur Marcelo, quand je regarde dans mon analyse, était un homme qui s'était peut-être opposé. Ah non, vous savez, peut-être nos femmes, souvent aussi congolaises, dans nos moments bantous, nos moments par exemple, non, je ne veux pas que tu ailles faire cette opération. Non, moi, je vais faire cette opération parce que vous, les hommes, vous regardez trop les petites filles de l'église. Les petites filles, quand elles viennent maintenant, c'est toi qui regardes. Moi, j'ai toujours me fait bien et autres. Et souvent, c'est lié à des amitiés, à des personnes que nous avons auprès de nous, des femmes qui sont dans l'église, hein, qui souvent donnent ce genre de conseils aux pasteurs. Moi, j'ai été marié pendant 19 ans et je sais souvent l'influence que ma femme pouvait recevoir de l'extérieur, dont elle avait cette capacité de dire souvent non. Voilà. Non, ma femme, ce n'était pas une femme qui aimait trop l'esthétique et autres. Mais vous savez, à un instant donné, tes amis femmes qui sont autour de toi peuvent te dire ton mari a les moyens, il fallait refaire tes seins pour que quand les gens te regardent, ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Et souvent, entre femmes de pasteurs, il y a souvent cette concurrence au niveau de la beauté. C'est très, 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 très malsain dans ce milieu. Est-ce que Maman Blanche s'est laissée avoir par cet homme, par cette mode et autres, et a voulu le faire parce que tous ceux qui regardent le corps de Maman Blanche se disent cette femme a fait des enfants, forcément elle a fait une BBL, raison pour laquelle sa forme est aussi bien dessinée, le ventre est aussi plat, etc., etc. Est-ce qu'en le disant, c'est déshonorer la mémoire de Maman Blanche? Il y a toute cette polémique avec laquelle le pasteur Marcelo est vraiment submergé. Ou même dit que le pasteur Marcelo aurait assassiné son épouse, c'est faux. Et vous le savez que c'est faux. Et vous le sentez que c'est faux. Est-ce qu'il s'est mélangé dans ses explications? Oui, ça peut arriver. Est-ce qu'il a perdu la mémoire? Je ne suis pas médecin pour pouvoir le définir et autres. Mais tout compte fait, là nous sommes en face d'une famille qui réclame, je pourrais le dire, une partie de l'héritage en ce qui concerne le fils. C'est légitime, etc., etc. Mais sans oublier aussi qu'il y a des enfants. La femme, quand elle est partie, elle a laissé des enfants. Si la famille veut utiliser l'héritage de leur fille, c'est leur droit. Mais moi, Camille Makosso, je n'irai jamais mener une bataille pour récupérer l'héritage de ma soeur Lolo Bouté quand je sais qu'elle a laissé des enfants, parce que l'héritage de façon complète appartient aux enfants. Ça, c'est la première des choses que la mentalité humaine peut nous je peux le dire, nous guider. Maintenant, là où il y a eu problème, c'est aussi le manque de communication entre le pasteur Marcelo et la famille de son épouse qui, par sa faute, a laissé des gens venus se mettre au milieu dans des interférences et ont récupéré aujourd'hui toute cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir pour en discuter? Non, parce que le pasteur Marcelo aussi, quand vous regardez les gens qui sont un peu rouquins, c'est des gens qui sont très têtus, très, très, très têtus. Et donc, moi, je ne me vois pas engager des panels ou des directs sur cette affaire pour ne pas encore envenimer les choses. Je crois en l'innocence du pasteur Marcelo. J'estime que le pasteur Marcelo veut continuer de préserver, protéger l'image de son épouse pour ne pas qu'à la conclusion puisse dire non, elle est allée faire un BBL. Il ne veut pas le faire, même s'il était contre. Aujourd'hui, quand vous regardez le visage du pasteur Marcelo, regardez bien son visage. Pendant les funérailles, il était en colère. Du genre, je t'avais prévenu, tu t'es entêté, voici maintenant, tu nous as foutu dans la merde. Ce qui amène à vite se remarier. Parce que je me mets, c'est souvent des hypothèses que j'ouvre. Cette femme, elle est très têtue, je lui ai dit de ne pas le faire, elle est allée le faire, voici maintenant, je suis en train de vivre les conséquences. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, tu es en colère, malgré tout l'amour que tu peux avoir. Mais cette colère va t'amener à dire, bon, moi je vais refaire ma vie, parce que j'ai des enfants, je suis aussi un homme, je vais refaire ma vie, je vais passer à autre chose, me concentrer exclusivement sur le ministère, mais je vais quand même essayer de préserver l'image de ma femme, qui était aussi une bonne servante du Seigneur et autres. On a écouté beaucoup d'audio où il y avait des problèmes entre son épouse et, je peux le dire, la famille du pasteur Marcelo et autres, ce qui peut arriver dans toutes les familles, mais tout ça, c'est bien dommage. Tout ça, c'est bien dommage. Vous n'avez pas encore perdu quelqu'un de cher, votre femme et autres. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas. Quand votre femme part,
La seule image que vous voulez qu'on retienne d'elle, c'est que c'était l'épouse parfaite. Malgré que nous savons tous qu'il n'existe pas d'épouse parfaite comme d'époux parfait. Mais que doit nous enseigner la sagesse dans ce genre de situation, surtout pour nous qui sommes des chrétiens et des enfants de Dieu? Est-ce que le pasteur Marcelo a sacrifié ou assassiné sa femme? Nous tous, nous savons que la réponse est non. À partir de cet instant précis, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour lui et lui apporter notre soutien. Parce que nous faisons partie d'un royaume. On ne donnera pas la place aux païens, la place aux francs-maçons, la place aux kémites, afin de venir prendre le soin de détruire l'un de nos meilleurs soldats dans le domaine de gagner des âmes. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Shalom. Voilà, bandeko, to suki awa, pour la analyse ya lelo, ya Mama Blanche, na linga kolba mingi telenga ki boyoka. Et puis, on va revenir. Quand on va revenir, beaucoup kaba vérité, moussous on a obésité. Non, beaucoup qui a moté. Tozo ki nango malembe, kino, la vérité va triompher. Je crois que vous l'avez remarqué par notre décor, toi, le kobonza studio, oyo malembe, et comme la studio, moko ba norme internationale, où ils allaient radio le coller TV, chaîne Nabino. Malembe, est-ce que vous savez pays national ali ko bongama tete ko bongse yango ko bunda malembe comme ba lumière nyonso toute lumière ko ba pena ya makasi et puis on va réussir. Merci de nous avoir suivis mesdames messieurs, on se retrouve tout à l'heure là pour la deuxième session Oyo ya biso. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.